Bonsoir à tous et à toutes, et merci d'être présents ce soir au Bistrot 12 pour notre 9e et dernier café débat de la saison 2015-2016. Je m'appelle Clément et je serai votre modérateur ce soir. Un petit mot de présentation de notre association pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Tempus Historiae est une association qui organise chaque mois, depuis 2014, des cafés-débats autour du savoir historique, regroupant de jeunes chercheurs ou d'anciens étudiants, notamment de l'université Toulouse de Jean Jaurès, anciennement le Mirail, en histoire, mais aussi dans des disciplines connexes, comme par exemple l'anthropologie historique. Chaque mois, nous proposons un café-débat accueillant deux intervenants autour de thèmes extrêmement variés. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, sur notre blog et également recevoir notre newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner en remplissant la petite fiche que je tiens dans ma main, que je tiens à votre disposition tout au long du café. Vous trouverez également sur les tables des petits formulaires inédits à l'occasion de notre tout dernier café débat de la saison. Je vous propose un petit sondage afin que vous nous donniez votre avis sur notre action de ces 2 dernières années et surtout que vous puissiez nous faire des suggestions. Suggestions sur la forme, suggestions sur les thèmes également pour l'année prochaine. Nous n'avons pour le moment pas de programme défini pour 2016-2017, seulement quelques idées. Nous savons notamment que nous allons parler le 2 octobre à l'Arénerie de la préservation du patrimoine, une fois encore, à l'occasion de la manifestation organisée par Toulouse Métropole un dimanche au bord du lac. Nous savons également que nous parlerons des mondes celtes au cours de l'année, mais bien sûr, il y a tout un tas de slots qui sont tout à fait disponibles. Alors, avis aux amateurs. Si nous sommes réunis ce soir, c'est pour discuter, évoquer la ou les mémoires de l'esclavage et de la traite négrière. Pour cela, nous accueillons 2 intervenants. Nous accueillons par ordre de passage Sarah Fernandez, qui est professeure des écoles et ancienne de l'UT2J, et qui va nous parler aujourd'hui de la mémoire historique de l'esclavage et de la traite, plus spécifiquement en France. Nous accueillons ensuite Maxime Toutain, qui est doctorant en anthropologie historique à l'UT2J, au LISTCAS, plus précisément, et qui va nous parler, quant à lui, de la mémoire historique de la traite et de l'esclavage à Cuba. Voilà, je laisserai aux intervenants le soin d'amender ou de préciser mes présentations. Voilà. Je rappelle que ce café est enregistré, donc afin que toutes les remarques et commentaires soient dans la boîte et disponibles ultérieurement sur YouTube, je ferai passer le micro s'il y a des questions ou des commentaires. Voilà. Alors, mémoire de la traite ou de l'esclavage. La traite et l'esclavage, ce sont 2 notions connexes qui sont étroitement liées, mais qui ne sont pas identiques. De manière assez sommaire, mais je pense que les intervenants reviendront dessus de façon plus détaillée. L'esclavage, d'une manière générale, c'est un système d'asservissement de l'homme par l'homme, tandis que la traite, qui implique l'esclavage, tandis que l'esclavage n'implique pas nécessairement une traite, est plutôt un mode de relation, un mode d'échange d'ordre économique. Il s'agit d'un système organisé de nature étatique, souvent, ou en tout cas supervisé ou accepté par les États, de déportation, éventuellement de masse, des individus d'un territoire à un autre, souvent transocéanique. Voilà. Je dis la traite, mais en réalité, il existe des traites. De manière générale, on en dénombre 3. La traite intra-africaine, tout d'abord, qui aurait concerné environ 17 millions d'individus depuis le premier millénaire jusqu'à l'aube du XXe siècle. La traite, ensuite, dite orientale, vers les pays du Maghreb et du Machrek, et l'Empire ottoman par la suite, qui aurait concerné environ 11 millions d'individus. Voilà.
Et finalement, celle dont on parle le plus souvent, qui est, elle, la traite occidentale, la traite transatlantique, généralement, qui aurait concerné 14 millions de personnes, donc si on fait le total, 42 millions de personnes, et qui se serait développée à partir des grandes découvertes. Donc, naturellement, la découverte d'Hispaniola par Christophe Colomb, et par la suite, la fondation de diverses compagnies, en particulier la Royal African Company au XVIIe siècle, suivie par la Compagnie du Sénégal, la Compagnie du Sénégal française, en 1673. Voilà. Je ne reviendrai pas trop en détail sur les grandes dates de l'esclavage et surtout de l'abolition, mais les deux intervenants le feront très certainement. Simplement, en France, on date à 1848, généralement, l'abolition définitive de l'esclavage, après une première abolition en 1794, ainsi qu'une abolition de la traite en 1815. Voilà. Les chiffres que j'ai donnés, les 42 millions d'individus concernés par la traite, sont évoqués dans les années 2000 par l'historien Olivier Grenouillot. Il est intéressant de noter que, à cette époque, une polémique éclate entre cet historien, secondé par la communauté scientifique française, et une certaine association qui regroupe Guyanais, Réunionnais et Antillais, et qui sera, elle, secondée par Christiane Taubira. Cette polémique n'alla pas jusqu'au procès. Possible autour des enjeux mémoriels de l'esclavage et de la traite négrière. Nous montre le passage de la mémoire individuelle à la mémoire collective et la différence fondamentale existante entre la mémoire collective, stimulée et construite par les entrepreneurs de mémoire, avec l'histoire, le travail de l'historien, qui se veut, sinon neutre, la neutralité axiologique étant au final qu'un idéal jamais atteint, mais du moins hors de tout débat, de tout conflit partisan. Voilà. Alors, bien sûr, ce sont deux formes de rapport au passé qui sont différentes, mais complémentaires. Mais dès 1964, Maurice Alvax indiquait clairement que l'écriture de la mémoire collective se faisait toujours à la lumière des enjeux du présent. C'est dire l'actualité et l'importance de cette écriture et du travail mené par les entrepreneurs de mémoire que j'évoquais. Pour bien comprendre la dimension politique de la chose, il faut évoquer la date de 1998, date à laquelle on a célébré pour la première fois en France, de manière officielle, les 150 ans de l'abolition de l'esclavage. Voilà, je vous fais grâce des considérations d'André Caspi ou de Pierre Nora sur l'inflation commémorative dans les années 2000 et leurs rapports et articles successifs. Ces questions, elles se résument à une seule, c'est finalement que doit-on faire ? Existe-t-il un devoir de mémoire ? Quelle est la raison d'être de l'écriture, des pratiques mémorielles et des dispositifs mémoriels qui sont échafaudés et pilotés parfois par l'État, de plus en plus par la société civile, comme le disait André Caspi, que je citais à l'instant. Je n'apporterai pas de réponse, et les deux intervenants à qui je vais très prochainement laisser la parole ne feront probablement qu'élargir le spectre des questions. Mais je laisse quand même à votre considération un petit élément. Peut-être que finalement, ces pratiques mémorielles et ces dispositifs mémoriels sont là et trouvent leur raison d'être dans l'écriture du récit national. Car la mémoire, le souvenir, fait exister le passé. Il lui donne corps dans le présent. Sans le souvenir, finalement, le passé disparaît. Et dans l'écriture du récit national,
la nécessité des pratiques mémorielles et de cette mémoire collective se trouve dans l'impératif politique d'une écriture, d'un récit national qui soit à la fois juste et intégrateur. Voilà. Je le pose sous forme d'affirmation, de déclaration, mais en réalité, vous comprendrez bien que c'est plus une interrogation qu'autre chose. Sur ces considérations, je laisse immédiatement la parole à Sarah Fernandez, qui va nous parler de la construction de la mémoire historique autour de l'esclavage et de la traite en France. Alors, merci Clément pour cette introduction. Alors déjà, je voulais remercier l'association Tempus Historiae de m'avoir donné l'opportunité de discuter aujourd'hui. Moins de spécialité. J'ai eu l'occasion de travailler sur la traite et l'esclavage pendant mon master d'enseignement. Et je me suis notamment intéressée aux questions des récits d'esclaves et de leur transcription en classe du premier degré, donc dans l'enseignement primaire, qui est en ce moment de toute façon en train d'être refondu sur beaucoup d'aspects, notamment l'appréhension de l'histoire et de l'enseignement de l'histoire. Alors dans cette intervention, Clément vous l'a déjà bien signifié, je vais revenir sur la construction de la mémoire en France de la traite transatlantique. Et dans une seconde partie, par contre, je reviendrai sur l'enseignement de la traite dans le premier degré, mais alors l'enseignement aussi dans une perspective mémorielle. Alors, tout d'abord, un petit retour sur les circonstances qui ont mené à l'abolition, qui me semble important. Alors l'abolition de la traite, elle est tout d'abord proclamée, Clément nous l'a dit, en 1794 par la Convention, qui est le premier gouvernement mis en place au cours de la Révolution française. Elle est déclarée par rapport aux nouvelles valeurs qui sont transmises par la Révolution, les valeurs d'égalité, les valeurs de liberté, qui sont en construction à cette période-là et qui entrent en cohérence avec l'abolition de la traite. Cette traite... Hop. Ça marche ? Oui. La Convention le formule de cette façon-là. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. On le voit bien, les valeurs de la Révolution telles que l'égalité, égalité de couleur, égalité de citoyenneté, est valorisée dans ce décret. Elle ajoute également à cette convention, à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que tout homme peut engager ses services son temps, donc entrer dans un système d'emploi, mais il ne peut se vendre ni être vendu, sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité. Il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie. Donc c'est finalement l'arrivée du système tel qu'on le connaît à l'heure actuelle d'emploi. Alors en 1802, Napoléon, lors de sa politique de colonisation, tente d'à nouveau établir l'esclavage dans les colonies. Notamment parce que pour financer sa campagne et ses guerres, il a besoin des avantages financiers que la production du sucre de canne dans les îles propose. Il n'y arrive pas, notamment à cause des révoltes d'esclaves. On pense à Saint-Domingue et à la révolte menée par Toussaint Louverture, par exemple. Il n'y arrive pas, et donc la traite est définitivement abolie en 1817 lorsqu'il n'est plus au pouvoir. L'esclavage, par contre, Clément nous l'a déjà évoqué, abolition de la traite et abolition de l'esclavage sont deux choses totalement différentes. On peut tout à fait abolir la traite, mais maintenir l'esclavage. Et la finalité, finalement, c'est l'abolition de l'esclavage, totalement. Et cette abolition, elle arrive en 1848, en France donc, par le décret provisoire de la Seconde République, qui est proposé le 27 avril. Voilà. À l'origine de ce décret, on a Victor Schœlcher, qui était à cette période-là président de la commission d'abolition de l'esclavage qui avait été montée par le gouvernement. Alors Victor Schœlcher
homme politique influent de cette époque qui a énormément travaillé justement pour l'abolition de l'esclavage, qui est à l'heure actuelle encore énormément reconnu, notamment dans les îles, où il a des statues à son nom, où il a également beaucoup de rues. Il y en a également en métropole, et heureusement. Alors 1848, justement, c'est l'origine du concept de mémoire de la traite en France. C'est à partir de là qu'on peut commencer à l'évoquer et essayer de voir un petit peu comment est-ce qu'il s'intègre. Alors je passe plutôt sur cette thématique. Alors en 1848, il y a un choix qui est fait par les gouvernements qui est de taire qui est de taire finalement la cause abolitionniste et qui est de taire cette nouvelle abolition. Cette démarche, elle est censée permettre, et je cite, c'est bien ça, oui c'est bien ça, et je cite donc la circulaire ministérielle du 7 mai 1848, c'est une démarche qui est censée permettre aux frères esclaves d'entrer dans la grande famille nationale. En tout cas, c'est le prétexte qui est donné à ce moment-là. On le tait de façon à ce que l'intégration soit simplifiée. Alors, taire le débat afin de faciliter l'intégration, alors qu'en parallèle, et c'est là, alors, l'erreur, il me semble, du gouvernement de cette époque, alors qu'en parallèle, on a justement l'identité nationale qui est en train de se créer, de se monter. On est sur la première vraie république montée depuis la Révolution. On est en train de monter une nouvelle identité, une nouvelle histoire nationale. Et finalement, taire l'esclavage dans la fondation même des concepts et des valeurs que la Nouvelle République défend, c'est vouer ces causes-là à être dans la République. Elle révèle également les lignes de fracture de l'universalisme, donc qui est défendu par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc la dignité humaine, le principe naturel du droit et du devoir, la liberté, l'égalité et la fraternité. Finalement, il y a une contradiction qui est claire dans le fait de ne pas mettre en avant, ces nouveaux citoyens. Alors, second élément, et là on rentre plus dans mon domaine de spécialité, au niveau des ouvrages historiques et des ouvrages proposés dans les écoles déjà de cette période-là, on a tout d'abord, chez Ernest Lavis, que beaucoup d'entre vous devez connaître, notamment ceux qui ont été à l'école primaire avant et pendant les années 50. Donc Ernest Lavis, une petite précision, l'instituteur national qui est auteur donc, du Petit Lavis, qui était l'ouvrage par définition qu'on donnait à tous les élèves, tous les enfants dans les écoles de France de sa publication en 1884 jusque dans les années 50. Je pense que certains ici ont peut-être... il y a des chances. Il y a des chances quand même. Peut-être que vous aviez un enseignant particulièrement éclairé, qui avait autre chose. Mais globalement, on avait du Lavis absolument partout. Et donc, chez Ernest Lavis, qui était historien, hein, bien sûr, on n'a absolument aucune mention de la traite et de l'esclavage. Il est tout simplement mis au silence à la façon dont la politique de l'époque le suggérait. Il est également le chantre du roman national. C'est lui qui crée justement pour ces nouvelles générations, en tout cas en 1884 et les décennies qui suivent, c'est lui qui crée la nouvelle identité, la nouvelle histoire pour les enfants, mais également pour les instituteurs et les professeurs qui enseignent à cette période-là. Donc finalement, il crée aussi, de par le succès de son ouvrage, recherche historique à cette période-là. On a Charles Seignobos, qui est très connu, qui était donc un historien qui a très largement œuvré pour la professionnalisation de la discipline historique, pour qu'elle devienne justement une discipline scientifique, qui est l'un des fondateurs des premiers principes de la méthode historique reliée au sens social, et en ce sens, il a été extrêmement popularisé à cette époque. Lui, il définit la nation française dans ses ouvrages à cette période-là comme un territoire hexagonal, donc la métropole. Et il le définit uniquement à partir d'une race blanche. Donc race... Donc exclusivement deux entités qui se superposent et une causalité qui est tout à fait naturelle pour l'époque, étant donné que dans les autres secteurs, on tait également tout rapport à l'esclavage. Alors, paradoxe, il était membre de la Ligue des droits de l'homme. Bon.
Donc là aussi, ça illustre bien le paradoxe que sur beaucoup d'aspects on avait à cette période-là. Pardon ? Oui. Oui, c'est sûr. Il a notamment écrit un ouvrage dont le titre est assez évocateur, Une histoire sincère de la blanc et voilà, métropolien. Il n'y a rien de plus à dire. Alors cette troncature, elle existe encore de nos jours dans les ouvrages les plus fameux. Aucune mention chez Fernand Braudel, par exemple, qui est un historien et membre émérite de l'École des Annales, qui est un courant historique reconnu et encore important à l'heure actuelle. Alors tu as mentionné, Clément, tout à l'heure, Pierre Nora, qui est membre de l'Académie française et qui est connu sur ses travaux pour le sentiment national et sa composante mémorielle, justement. Pierre Nora, très peu, voire pas du tout de mention non plus à ce niveau-là. Donc on est, à l'heure actuelle encore, sur des problématiques qui sont liées au silence. Alors par ailleurs, la quasi-totalité des événements commémoratifs qu'on a de cette période à partir de jusqu'à maintenant reliés à Napoléon excluent totalement l'esclavage, alors qu'il faut le savoir. La politique coloniale de Napoléon a été mise en échec en grande part par justement l'action des révoltés dans les îles. Il me semble que ça mériterait d'être dit en tout cas par rapport à Napoléon. Alors cette histoire coloniale, qu'est-ce qu'il y a après ? Voilà. Cette histoire coloniale, elle revient en force actuellement en France. Je pense qu'on en a tous été témoins. Elle revient pour interroger et secouer justement cet universalisme qui a mis un nombre considérable de Français à part depuis la fin du XIXe siècle. À l'occasion des 150 ans de l'abolition de l'esclavage, tu l'as dit Clément, les héritiers de cette mémoire niée de l'esclavage ont défilé silencieusement dans les rues de Paris, par exemple, en 1998. Alors la manifestation, elle a été totalement passée sous silence. La Coupe du monde de football démarrait quelques jours après. Cette manifestation, elle avait pour but de rendre hommage justement à ces ancêtres dont les noms ont été complètement effacés, dont les identités ont été totalement effacées et qui ont disparu de l'histoire. Cette manifestation, elle a quand même eu près de 40 000 personnes qui y sont allées. En parallèle, quelques années plus tard, en 2001, on a la conférence de l'ONU, conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui est associée, donc qui est revenue là-dessus et on a véritablement franchi un cap au cours de cette conférence. Alors ici, je vous mets en citation le discours d'Enoch Pekavindele, qui était le vice-président de la République de Zamibie, qui illustre relativement bien ce pourquoi justement toutes ces nations ont été allées à cette conférence. Nous sommes venus à Durban pour nous libérer des injustices historiques commises contre l'humanité et qui ont revêtu la forme de l'esclavage et de la servitude, et pour souligner qu'il ne fallait pas se souvenir de l'esclavage seulement comme d'une terrible tragédie, mais aussi comme un mal qui a privé pendant des siècles l'Afrique de ses ressources humaines et naturelles. Parce qu'effectivement, les conséquences de la traite transatlantique sont toujours actuelles, finalement, dans les conditions du continent africain à l'heure actuelle et aussi dans les conditions de son évolution économique au fil du XXe siècle. Nous devons accepter le fait que ces ressources pillées pendant des siècles ont entravé jusqu'à ce jour son développement. La conférence de Berlin de 1866 qui a décidé la partition de l'Afrique a tiré son autorité morale du fait que les populations vivant en Afrique étaient trop inférieures pour être consultées, bien entendu, au moment où des décisions étaient prises sur le tracé des frontières arbitraires et l'attribution de leur terre natale. On le voit bien, même sur les décisions fondamentales, finalement, de la création des nations africaines telles qu'on les connaît maintenant, les conséquences sont toujours, ils le payent toujours, finalement. On en est toujours là. Donc il y a eu ce discours, et c'est aussi au cours de cette conférence mondiale contre le racisme que l'esclavage a enfin été qualifié de crime contre l'humanité. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre 2001 pour que l'esclavage soit décrit comme un crime contre l'humanité ? Alors, tout simplement parce que l'idée de crime contre l'humanité a été créée à la suite de l'Holocauste, et elle a été créée pour prévenir, pour revenir sur des événements qui pourraient se produire dans le futur, de cette façon-là. En fait, elle ne prévoyait pas du tout d'être utilisée, d'être placardée sur des événements reliés au passé. Ça a été un prétexte pendant très longtemps, justement, pour ne pas qualifier l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Et enfin, en 2001, on y est revenu. Ça, c'est au niveau international. Ensuite, au niveau national, on a eu, la même année, en 2001, une loi qui est passée, la loi Taubira, une loi qui confère enfin, donc en France,
à l'esclavage la reconnaissance en tant que crime contre l'humanité, et qui est également, je crois que je l'ai juste après, oui, qui est également composé, qui ne se contente pas justement de le noter comme crime contre l'humanité, mais qui aborde justement l'éducation, qui essaye de revenir sur ce grand silence qu'il y a plus ou moins eu dans l'éducation au fil des décennies. J'y reviens juste après. Donc une composante dans les programmes scolaires, qu'on en parle enfin aux enfants. Et en article 3 également aussi, la volonté de créer une date de commémoration officielle, une date qui a été donc créée le 10 mai. Alors pourquoi le 10 mai ? Parce que c'est le 10 mai 2001 que cette... du 21 mai 2001, je me suis trompée, je pense. Bref, c'est le jour... Oui, c'est ça, c'est le 10 mai que cette loi a été reconnue et c'est pour ça qu'on en a fait une date de commémoration. Donc un premier pas, une date de commémoration, qui est aussi l'occasion justement de mettre en œuvre des animations, des conférences, qui est le moyen justement d'en parler, enfin, même si ce n'est qu'une date. Voilà, on a des limites. Et qui est également l'occasion d'en parler dans les écoles, puisqu'elle est respectée dans les écoles, cette date du 10 mai, et elle est l'occasion pour les enseignants d'aller un petit peu plus loin, de monter des projets aussi. Alors, maintenant, je vais passer à la... Non, c'est pas aussi... Si, voilà. À la question de l'enseignement. Alors, on a vu un petit peu ce qui s'était produit au cours du 19e siècle et jusque dans les années 50-60 où on avait une négation totale de l'existence de ce phénomène au niveau historique dans les écoles. Je reviens un petit peu sur les programmes qui sont parus depuis les années 90 à peu près, puisque c'est à partir de là que la revendication est revenue justement au niveau politique et c'est à partir de là qu'on a commencé à bouger. Alors le programme BO, c'est bulletin officiel, donc c'est l'équivalent du programme de l'année 1995. Alors en 1995, on n'est pas encore exactement dans cette revendication. On n'a pas encore commencé à travailler dessus. Alors, je vous cite très exactement ce qui a noté dans les programmes au niveau de l'histoire. Alors, il s'agit d'évoquer les modes de vie plus anciens à partir d'images marquantes de l'histoire ou d'exemples significatifs, les châteaux forts par exemple. Utilisation de diverses sources d'informations et mise en ordre chronologique. Point. Il n'y a absolument rien de plus. Pas d'indication sur les contenus qu'il serait nécessaire de présenter aux élèves et qu'il serait nécessaire de leur inculquer finalement. Alors on a peut-être tous, une bonne partie d'entre nous, je pense, le souvenir d'avoir peut-être évoqué la traite pendant nos années de scolarité dans le premier degré, mais si on l'a fait, généralement on se souvient de l'image que j'ai mise dessous. On se souvient du triangle. On se souvient du phénomène de la traite négrière à travers une carte. On s'en souvient comme d'un phénomène finalement sans cœur, qui est totalement social, qui n'a pas la visée, qui est totalement politique et qui n'a pas la visée sociale qu'il devrait avoir. En tout cas, dans l'enseignement à l'heure actuelle, on essaye de plus en plus de présenter l'esclavage comme un phénomène social et pas seulement un phénomène économique ou politique comme il était présenté dans le passé, parce qu'il ne permettait tout simplement pas aux enfants de se projeter, il ne permettait pas non plus de mettre en œuvre la mémoire collective. Là, c'était tout simplement pas possible si on le voyait comme un phénomène exclusivement politique. Oui. Le BO, là, ça traite de quoi exactement, cet article ? Le BO, si vous voulez, c'est l'ensemble des recommandations du ministère par rapport donc, à ce qu'on doit enseigner. Alors là, il parle généralement de qu'est-ce que doit être l'histoire au cycle. Les cycles n'existaient pas forcément à cette époque-là, ils n'existaient pas du tout d'ailleurs. Qu'est-ce que doit être l'histoire et comment est-ce qu'on doit l'enseigner à l'école primaire, tout simplement. En fait, il n'y a pas d'indication d'époque. De quoi d'autre on traitait sur l'Antiquité, on ne nous en dit rien. Sur la préhistoire, on ne nous en dit rien. Le Moyen-Âge non plus, le temps moderne non plus. Il n'y a pas de spécification véritablement sur les attendus, en tout cas du ministère là-dessus. On était totalement dans le vague. Et finalement, l'enseignant pouvait faire ce qu'il souhaitait. Enfin, à partir d'une description telle que celle-là, c'était extrêmement vague. Ah non, pas du tout. Ça, c'est une image que j'ai trouvée moi-même sur Internet pour illustrer justement ce souvenir qu'on en a, qui généralement est celui du triangle. Après, dans les manuels, il y en avait peut-être... de toute façon, elle y était dans tous, hein, elle y est toujours dans tous. Oui, déjà. On est censé faire une histoire française, mais on nous parle du phénomène international, effectivement. On est déjà sur des choses qui nous... Mais d'ailleurs, on va revenir sur son évolution. On n'est pas sur quelque chose de... Et encore, quand on le traitait à cette époque-là, ce qui n'était pas forcément le cas. J'enchaîne.
Oui. Ensuite, on passe aux prochains programmes qui ont été émis, donc ceux de 2002. Alors là, en 2002, la loi est passée. On a déjà eu une première évolution dans les programmes en 2001, mais uniquement à l'échelle des îles. Je ne l'ai pas mis ici parce qu'il n'est pas particulièrement intéressant à lire, mais où on proposait, dans les îles exclusivement, de mettre en avant justement cette mémoire collective. Mais la métropole, on ne lui demandait absolument pas de le faire. Déjà. En 2002, par contre, nouveau gouvernement, nouveau programme, on nous dit que de grands textes fondateurs marquant encore la vie politique et sociale de notre pays sont élaborés. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le Code civil. Mais la même période a vu le massacre des Indiens d'Amérique, la traite des Noirs, la terreur révolutionnaire d'esclavage et le mouvement des Lumières, la Révolution française et le Premier Empire. Donc là, on a déjà beaucoup plus de choses. On reste, malheureusement, sur quelque chose d'international, de purement international. Il n'est absolument pas question des colonies françaises. Mais malgré tout, on a enfin une introduction qui est martelée, qui est mentionnée. Il faut enseigner aux enfants la traite des Noirs à l'école, au premier degré en tout cas. Et le lien également avec l'éducation civique et morale peut être fait avec la mention de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et également avec tout ce qui est mouvement des Lumières, Révolution française et Premier Empire. On a une contextualisation qui peut mener à une discussion et à un travail justement sur la mémoire qui peut commencer à être efficace et en tout cas fait, ce qui est déjà pas mal. Je vous passe les programmes de 2008 qui sont en substance les mêmes qu'en 2002. Pas d'évolution, toujours sur une évocation internationale. Par contre, à partir de l'année prochaine, on va avoir donc les programmes de 2016, qui ont une forme relativement différente. Maintenant, on fonctionne par thématique. On nous propose, pour le temps des rois, on inscrit dans le déroulé de ce thème une présentation de la formation du premier empire colonial français. Enfin, on est sur un empire colonial français, porté par le pouvoir royal et dont le peuplement repose notamment sur le déplacement d'Africains réduits en esclavage. Ça y est. Voilà. Donc on nous propose à partir de l'année prochaine une optique qui revient beaucoup plus sur l'histoire française et de toute façon à l'échelle globale. On nous demande beaucoup dans ces programmes de présenter des personnages phares. Il faut présenter les héros de la France, en bref. Alors dans ces personnages, il y a une évolution. Maintenant, on nous propose de présenter des femmes, par exemple. Bon, voilà, ça y est, il y a quand même des choses qui avancent. Mais il n'y a toujours pas de personnage historique phare de l'esclavage. On aurait pu nous présenter tous à l'ouverture, par exemple. Voilà. Il n'y en a absolument pas. Donc il y a quand même des limites toujours à ce qu'on nous propose. Et pour ce qui est du temps de la Révolution et de l'Empire, cette première approche doit permettre aux élèves de comprendre quelques éléments essentiels du changement et d'en repérer quelques étapes clés. Donc l'année 1789, l'abolition de la royauté, proclamation de la première exécution du roi. Mais par contre, on ne nous demande absolument pas de parler de l'abolition de l'esclavage. Voilà. Donc c'est un bon début. Mais il nous manque toujours la mention de l'abolition, qui finalement expliquait aux enfants ce que c'était que l'esclavage colonial, l'esclavage dans nos colonies, et ne pas aller jusqu'au bout. Ne pas aller jusqu'à l'abolition, ça ne fait aucun sens et ça n'a aucun intérêt. J'espère que beaucoup d'enseignants, dont moi, parleront quand même de l'abolition, même si c'est hors programme, du coup. Et pour ce qui est... ensuite, je me suis amusée à mettre un petit peu Napoléon Bonaparte, parce qu'on nous demande... on nous demande de dire que c'est un général dans les armées républicaines qui prend le pouvoir par la force et est proclamé empereur des Français en 1804, mais qui conserve certains acquis révolutionnaires. Alors on nous dit qu'il conserve des acquis révolutionnaires, c'est fantastique, mais on ne nous dit pas ce qu'il essaye de faire. Et on ne nous dit pas non plus en quoi le fait qu'il n'ait pas réussi à le faire l'a empêché de mettre en œuvre justement sa politique coloniale. Donc là aussi, les programmes ne vont pas jusqu'au bout. Alors vous me direz, les enfants sont petits, à l'école primaire, effectivement, ils sont petits. Mais justement, c'est à l'école primaire qu'on leur donne leur première représentation. C'est là qu'on leur donne les premières images qui vont rester, qui finalement sont celles qui restent le plus longtemps, qui s'ancrent le plus dans leur imaginaire. Et finalement, ne pas aller au bout, ça démontre justement tous les efforts qu'on a encore à faire, notamment au niveau de l'éducation, mais pas qu'au niveau de l'éducation, pour que la mémoire de l'esclavage soit véritablement prise en compte. Alors, pour finir, quelques petites pistes cinématographiques. Je pense que Maxime, tu vas en suggérer quelques-unes aussi. Voilà. Alors, un autre symptôme justement du manque du silence de la mémoire de la traite à la française en tout cas, le cinéma français n'a absolument pas pris en main la traite ou l'esclavage. On a beau chercher, il n'y a qu'un seul film véritablement franco-français
fait sur cette thématique-là, qui s'appelle Case Départ, qui est une espèce de grosse farce pour ceux qui l'ont vu. C'est un petit peu pour vous faire une image, comme si le premier film sur l'Holocauste avait été Papa Schulz, quoi. Enfin, c'est d'un goût discutable, et c'est pas forcément le meilleur film à regarder. Il y a par contre donc le film d'Abdelatif Kechiche, Vénus Noire, qui n'est pas... Il est franco-tunisien, Abdelatif Kechiche, donc là aussi les intérêts qu'il y a à faire ce film ne sont pas tout à fait les mêmes, qui est un très beau film, un film qui a été primé et que vraiment je vous conseille de regarder parce qu'il est très très intéressant. Et ensuite donc je vous propose forcément des films américains, hein, pour tous d'ailleurs, oui, ils sont tous américains il me semble. Qui reprennent à chacun à leur façon certaines étapes. Alors pour Amazing Grace, 12 Years a Slave et Amistad, on est sur le déroulement pendant l'abolition de la traite, les démarches, les luttes qui ont été mises en œuvre pour essayer d'en sortir, et qui sont tous les trois absolument fantastiques. Alors il y a beaucoup de Spielberg dans ce que je vous décris, parce qu'il a été justement énormément intéressé par ces thématiques-là et il a énormément réalisé de films dessus. Le dernier que je vous propose, La couleur pourpre, alors ça c'est un petit peu, c'est mon petit goût personnel. On est sur quelque chose qui se passe beaucoup plus tardivement. L'esclavage a été aboli depuis un certain temps, mais il nous illustre parfaitement aussi à quoi pouvait ressembler justement la vie de ces citoyens noirs américains à la fin du XVIIIe siècle, début du XXe, une fois qu'ils ont été libérés. Voilà. Merci de m'avoir écouté, et je vais laisser la parole à notre prochain intervenant. Alors bonjour à tous, je vais continuer. D'abord, pareil, je vais remercier l'association pour cette invitation, c'est très agréable, c'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ces choses-là hors de l'université. Donc moi je vais me présenter. Alors, je vais peut-être faire justement profiter pour répondre à votre question. Non, je ne fais pas de l'anthropologie historique, je fais de l'anthropologie sociale. Alors c'est quoi la différence? Mon anthropologie sociale, en fait, j'étudie des gens aujourd'hui, leurs pratiques sociales quotidiennes. Et moi, mon sujet, ce qui m'intéresse, c'est justement comment ces personnes-là, pour diverses raisons, mobilisent le passé, et plus particulièrement le passé esclavagiste, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, à la différence d'un anthropologue historique qui, lui, va chercher à faire... Pour aller rapidement, l'anthropologie historique est ce qu'on a appelé à un moment l'histoire des mentalités. Donc c'est de comprendre les cultures passées, pas la grande histoire des rois, des dynasties, mais savoir comment on vivait, comment on pensait avant. Voilà. Du coup, moi, je n'ai pas du tout une vision d'historien. Je vais donc vous présenter quelque chose, vous m'en direz si ça vous va ou pas. Je travaille pour présenter un peu, moi je travaille je fais une énographie en fait d'une ancienne plantation sucrière, donc dans la région de Matanza à Cuba. Ici vous avez une photographie en fait d'un grand bâtiment. Ce grand bâtiment avec la tour, en fait, c'est un ancien baraquement d'esclaves qui pouvait détenir 700 personnes. Voilà, avec une seule entrée qui est sous la tour. Et la grande particularité en fait de ce lieu, c'est qu'à l'intérieur de ce baraquement et un peu tout autour, se trouvent en fait des sortes de reliques religieuses qu'on appelle des santos parados. C'est un culte en fait qui vient de la zone yorubaphone de l'Afrique de l'Ouest, actuellement le Nigeria. On raconte que ces reliques sont des reliques qui ont été apportées par les esclaves depuis l'Afrique, et la plus connue dans ce lieu est en fait cette petite statuette qui représente une divinité qui s'appelle Elegua, et qui fut apportée par un esclave qui s'appelle Taroré, et on fait toujours aujourd'hui le culte de cette relique. Donc moi je m'intéresse donc à ce culte et j'essaye de comprendre pourquoi on mobilise encore, à quoi sert de mobiliser le passé esclavagiste. Donc moi je travaille en fait sur plusieurs types de mémoire de l'esclavage, pas sur une seule. Je travaille sur grosso modo 3 types de mémoire de l'esclavage. Une mémoire collective, c'est-à-dire une mémoire discursive, des souvenirs qu'on se raconte, des souvenirs qui sont cognitifs mais qui peuvent être aussi des souvenirs imaginés. Je travaille aussi sur une mémoire qu'on nomme incorporée, c'est-à-dire une mémoire qui passe par le corps, par les gestes et notamment par le rituel.
Et là, ce que je vais vous présenter, en fait, c'est une mémoire historique, c'est-à-dire une mémoire qui est fixée par l'écrit, qui prend une forme historiographique, avec certains promoteurs de cette mémoire qui sont soit des historiens professionnels, diplômés, mais soit aussi des historiens amateurs. L'importance pour moi ici est la forme écrite, en fait. Et voilà, donc je vais vous présenter un peu cette mémoire historique de l'esclavage à Cuba et essayer de vous montrer comment la continuité, en fait, comment elle s'est formée depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, comment aujourd'hui elle peut être mobilisée. Alors déjà, pour revenir aux sources de cette mémoire historique, aux sources de ces écrits, il faut revenir un peu sur quel matériau peut utiliser l'historien par rapport à l'esclavage, du moins dans le cas cubain. Tout ce que je vais raconter, je le précise de suite, ça ne concerne que le cas cubain. Déjà, il y a l'oralité, je vous en ai parlé, il y a cette mémoire collective, il y a cette mémoire familiale, il y a des informations qui transitent à travers les réseaux familiaux et qui vont être récupérées, qui vont être notées et transcrites par ces historiens. Mais il va y avoir surtout aussi des archives. Alors les archives se composent en plusieurs groupes. Il y a bien sûr les actes de vente, il y a des recensements dans les plantations du nombre d'esclaves, de leurs origines. Il y a les actes de baptême et les actes de décès de ces esclaves et des annonces de vente qu'on trouve dans les journaux. Et ça concerne surtout Alors le problème, c'est que les archives au niveau de l'esclavage, c'est quelque chose qui est extrêmement limité, surtout dans le cas cubain. Première chose déjà, c'est la faible conservation qu'on a de ces archives. Je voulais montrer un exemple d'une archive que j'ai moi-même photographiée. C'est un procès, tiens, c'est aussi une autre source d'information qu'on peut avoir que je n'ai pas stipulé. C'est un procès où il y a des témoignages d'esclaves dedans. Et ça, c'était dans une pile de vieux papiers, mélangés avec des papiers qui avaient 100 ans de plus. Enfin, personne ne connaissait l'existence de ces papiers-là. On m'a donné un gros lot et c'était à moi de trier. Ils sont complètement mangés par les vers et la plupart sont complètement illisibles. Quand, en fait, même, ils n'ont pas brûlé, parce qu'on est ici dans des bâtiments à Cuba, l'essentiel de l'architecture est en bois. Et donc, il y a eu de nombreux incendies et donc de nombreuses pertes d'archives. Le grand problème aussi, c'est que la plupart des archives, et notamment tout ce qui est actes de baptême et de décès, et surtout les actes d'essai, en fait, sont des faux. Il y a un vrai problème de falsification de ces données-là. Le meilleur exemple est par exemple dans la ville à côté de la plantation que j'étudie, où en 1863, il y a eu un scandale qui a éclaté. Pourquoi ? Parce que le régent de la municipalité, celui qui avait en charge la gestion administrative, le Teniente Coronel, avait fait une magouille avec le curé en place et tout un arrivage en fait, tout un groupe d'esclaves fraîchement débarqués. Ils avaient tout simplement fait des faux actes de décès pour pouvoir les revendre derrière. Bon, ça s'est vu, pas de bol. C'est une pratique courante en fait, parce qu'il y a bien sûr toute une législation derrière. On est dans un pays catholique, une législation de bon traitement de l'esclave, et on évite d'en tuer trop. Et c'est mal vu d'en tuer trop. Donc pour éviter de se faire mal voir par la couronne espagnole, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'un esclave meurt, la durée de vie d'un esclave se compte de l'ordre de 3-4 ans à Cuba dans les plantations, on le remplace par un autre en lui donnant son nom, et en fait l'esclave ne meurt pas officiellement, il est juste remplacé par un autre. Donc toutes ces archives-là, bien sûr, n'ont pas beaucoup de valeur d'un point de vue historique. Enfin, elles en ont certaines, mais certainement pas, on ne peut pas les prendre au premier degré. Autre source possible, c'est une certaine littérature en fait qui existe dès le 19e siècle. Alors oui, peut-être j'ai pas fait ça, je vais faire une petite parenthèse pour donner 2-3 repères de date par rapport à l'histoire de Cuba et de l'esclavage. Le premier esclave attesté, la première archive qui atteste la présence d'un esclave africain sur le sol cubain, c'est 1516. Les historiens estiment tous qu'il devait en avoir dès la découverte en 1492 avec Christophe Colomb. On est dans un esclavage très faible par rapport au reste des colonies, au reste de la Caraïbe, en fait, jusqu'au début du 19e siècle, où, suite en fait, à plusieurs facteurs, il y a une explosion de l'économie sucrière à Cuba. Alors, ces facteurs, c'est bien évidemment en fait, la révolution haïtienne. Avec la révolution haïtienne, Cuba perd son plus grand concurrent exportateur de sucre. Et c'est l'indépendance des États-Unis, quelques années auparavant,
avec derrière un boycott du Royaume-Uni des produits américains et du commerce pour les États-Unis. Donc tout le commerce états-unien se tourne vers Cuba. Donc on a un grand client pour le sucre cubain. Grosse explosion de la production de sucre veut dire augmentation énorme de la déportation des esclaves. Donc l'esclavage vraiment cubain, le gros de l'esclavage essentiel de cet esclavage-là, se passe durant le 19e siècle. Et donc à partir de la moitié du 19e siècle, un groupe d'intellectuels vont commencer à écrire des pamphlets, mais aussi vont écrire des romans sous une veine romantique, en utilisant un style romantique, pour dénoncer les atrocités de l'esclavage. Donc je vous ai mis en fait les deux plus grands connus, c'est Cirilo Villaverde qui a écrit un ouvrage qui serait un peu l'équivalent de notre Émile Zola en fait ici en France, et qui a écrit un livre qui s'appelle Cecilia Valdés et qui raconte l'histoire d'une mulâtresse à la Havane. Et donc on voit un peu une grande fresque de la Havane esclavagiste. Et à côté, Anselmo Suárez y Romero écrit un autre roman qui s'appelle Francisco. Et Francisco est l'histoire d'un esclave, d'abord esclave urbain, puis qui est puni pour aller dans les plantations, avec une histoire d'amour qui est frustrée avec cette punition-là. Et ça finit par des suicides. On est dans le romantique, on est dans les... Voilà. Le dernier écrivain que je voulais vous présenter, il y en a plus, c'est Juan Francisco Manzano, et c'est le seul, en fait, qui est d'ascendance africaine. Donc lui est un ancien esclave, il a été libéré et il a appris à écrire, à faire de la poésie, il est devenu poète et on lui a demandé d'écrire son autobiographie. Alors qui lui a demandé ça? C'est bien le personnage que j'ai mis en plus grand, c'est Domingo del Monte, qui est en fait du tout un grand humanisme, c'est pas non plus du non-racisme. On est bien dans une logique en fait qui est plus une logique de progrès selon une pensée des Lumières et qui ne s'accorde pas avec la notion d'esclavage. On veut mécaniser les plantations, on veut du travail salarié, mais on ne veut plus de cet archaïsme qu'est l'esclavage. Dans cette même logique, on retrouve José Antonio Sacco, qui lui aussi, déjà bien avant, prônait déjà la fin de la traite clandestine. J'oublie dans mes dates, 1817, en fait, la traite négrière est interdite. C'est un accord qui est passé avec l'Angleterre. Et donc à partir de ce moment-là, la déportation continue sur le sol cubain, mais en toute clandestinité. Ce qui est avec une grande dégradation d'ailleurs des conditions, c'est-à-dire maintenant on est vraiment dans des atrocités. Et ce sera ça jusqu'en 1880, où ce sera l'abolition. Je vais revenir sur la question de l'abolition, c'est un peu compliqué. Donc je reviens sur José Antonio Sacco. Lui, il prône la fin de la traite clandestine, non pas par humanisme, mais tout simplement en expliquant, il écrit tout un texte dédié aux propriétaires de plantations, que cela revient moins cher d'utiliser une main-d'œuvre salariée que de déporter des esclaves. Donc il y a tout un calcul à l'appui, un calcul économique. Et il montre très clairement que payer les habits des esclaves, payer leurs soins, payer leur nourriture revient plus cher que de donner un salaire. C'est ce même écrivain en fait qui va faire la première historiographie cubaine de l'esclavage. Alors cette historiographie en fait est bien particulière. Elle est cubaine dans le sens qu'elle est écrite par un Cubain, mais elle ne concerne pas seulement Cuba. Elle reprend en fait toute l'histoire de l'esclavage depuis l'Antiquité. Elle reprend bien sûr aussi l'histoire de l'esclavage sur les colonies hispaniques, tout en ayant cette idée en fait d'inscrire une continuité bien sûr entre un esclavage, on va dire, qui date de tous les temps, et l'esclavage aujourd'hui sur le sol cubain. Quand je dis aujourd'hui, je dis contemporain à José Antonio Sacco. José Antonio Sacco, à l'instar de ses autres écrivains, sont des personnes aussi qui ont toujours une mentalité raciale très forte, avec une peur du noir très prononcée, peur du noir qui trouve ses sources dans deux facteurs, la révolution haïtienne et la forte différence démographique entre les populations de couleur et les populations blanches. Donc le risque de révolte est perpétuel dans l'inconscient de cette élite blanche. Et donc, on propose des politiques de blanchiment de la race, notamment par retour des esclaves sur le sol africain,
et aussi par favoriser une émigration européenne. Voilà, hop, je continue. Alors ça, on est donc dans ces sources-là. 1868 commence la première guerre d'indépendance à Cuba. Elle est menée par un certain Manuel Carlos de Céspedes, et lui-même propriétaire d'une plantation, et donc il va donner la liberté à tous ses esclaves, pour qu'ils rejoignent la lutte avec lui, pour la lutte pour la Cuba libre. Je vous fais les détails des accords, parce qu'il y en a plusieurs qui se lancent dans la lutte indépendantiste. 1 ou 2 années après, on déclare que toute la Cuba libérée est une Cuba non esclavagiste. On libère tous les esclaves. Bien sûr, beaucoup d'esclaves se mettent à fuir pour rejoindre l'armée qu'on appelle les Mambis. Et on va être donc une guerre qui va durer 10 ans. Cette guerre est un échec. Ça finit par un accord avec les Espagnols. Cuba n'obtient pas sa dépendance, n'obtient pas non plus l'abolition de l'esclavage. Va avoir une deuxième guerre qu'on appelle la Guerra Chiquita, la petite guerre, et enfin la dernière guerre d'indépendance qui va se clôturer avec une intervention nord-américaine en 1900. Alors, avant cette indépendance, l'Espagne, la couronne espagnole, prend son parti de l'abolition et fait une première abolition en 1880 qui va donner en fait une loi qu'on appelle une loi de patronat, où les esclaves ne sont plus esclaves, mais ils sont patronnés, je ne sais pas si on peut le dire en français, patronado, par leur ancien propriétaire. Donc on est dans une continuité de l'esclavage pendant 6 ans, où on obtient une liberté complète. Donc une fois que la Cuba est totalement libérée grâce aux États-Unis, ou à cause, enfin on verra, il y a un grand débat historiographique bien sûr là-dessus après, se pose la question de l'identité nationale. Donc elle se posait déjà au niveau de la guerre, notamment avec le père fondateur de la nation cubaine, qui est José Martí, un poète, et qui avait exprimé que l'homme était plus que blanc, plus que mulâtre et plus que noir, voulant signifier qu'il fallait dépasser les catégories raciales pour pouvoir construire l'unité nationale. Sauf que ce n'est pas aussi évident que ça. Le meilleur exemple est le fondateur de l'anthropologie cubaine que vous avez en face de vous, qui est Fernando Ortiz. Fernando Ortiz a une formation en fait en criminologie. Il est un grand suiveur de l'italien Lombroso, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui faisait des études physiologiques en fait sur des criminels pour faire le lien entre physique et pratique criminelle. Il suit cette ligne-là et en fait, il essaye de comprendre pourquoi la population noire de Cuba a cette tendance à la criminalité. Donc il l'explique en fait par la culture d'origine africaine et notamment par les cultes d'origine africaine. Donc pour lui, il s'agit d'atavisme qu'il faut nettoyer par l'éducation pour permettre au peuple cubain. Les bases en fait de la science cubaine, c'est ça les bases. Ça part en fait d'un... Bon, on reviendra sur les détails, si vous voulez. 10 années plus tard, il écrit, lui aussi, le premier ouvrage historiographique moderne dans l'histoire de Cuba, qui s'appelle Los Negros Esclavos. Et donc là, il reprend donc certains points clés de l'histoire de l'esclavage à Cuba. Et en fait, il se pose un peu différemment par rapport à Antonio Sacco. Antonio Sacco se fondait beaucoup sur la question de la loi. Donc de savoir comment la couronne espagnole avait fait évoluer l'esclavage, notamment au niveau de monopole de traite négrière, mais aussi de conditions de l'esclave. Ici, on revient plus sur une logique les grands points qui sont faits sont bien sûr aussi la question des lois qui ont encadré l'esclavage, mais aussi l'origine ethnique des esclaves. Ça va être très important pour la suite. Il y a un premier repérage des ethnies qui sont arrivées sur le sol cubain. Il va y avoir aussi la question de la vie quotidienne dans les baraquements plantationnaires et dans les villes.
Alors, ce changement, Fernando Ortiz, donc vous l'avez compris, part sur une ligne assez racialisée, toujours racialisée, mais on va voir à partir des années 30 un vrai tournant en fait dans la pensée intellectuelle, non seulement de Fernando Ortiz, mais de tous ceux qui le suivent. Et en fait, c'est dû à l'appropriation de l'art nègre, de ce mouvement de l'art nègre qui existe à partir des années 20 en Europe. Et ça va donner exemple pour créer un autre mouvement artistico-intellectuel à Cuba qu'on appelle le negrismo ou l'afro-cubanisme. Donc Fernando Ortiz invite dans ses salons tout un nombre d'intellectuels et d'artistes. Et parmi ceux-là se trouve Nicolas Guillen. Nicolas Guillen est un poète et le poète national, considéré comme le poète national aujourd'hui. Et c'est quelqu'un dont le travail va être toujours de revaloriser, j'utilise même le terme de décoloniser d'un point de vue esthétique et politique la pensée et la production artistique de Cuba. Donc il va avoir une très forte volonté de revalorisation des racines africaines dans la culture cubaine. Alors, l'origine de Nicolas Guillen, l'origine intellectuelle de Nicolas Guillen, en fait, trouve ses sources dans le monde colonial avec l'apparition d'un journalisme noir, d'un journalisme écrit par des personnes noires à la fin du 19e siècle. Des personnages tels que Gualberto ou Urrutia, et qui vont lui donner cette formation intellectuelle et cette volonté revendicatrice dans une Cuba qui est fortement racialisée, qui est toujours très racialisée. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est pourquoi je le cite, c'est parce que déjà, Guillen représente ce mouvement clé d'une acceptation ou d'une revalorisation à mi-ton encore des racines africaines, mais aussi d'une première mobilisation de cette mémoire de l'esclavage, dans un sens bien particulier, pour le faire articuler avec le présent. Donc c'est l'extrait un peu que je voulais vous montrer, même si on ne parle pas explicitement d'esclavage, l'esclavage est derrière. L'idée est de montrer qu'aujourd'hui encore, critiquer, montrer cette racialisation qui existe sur le sol cubain et refaire écho à cette division raciale qui était l'outil de base pour la division des classes au moment de la colonie. Alors si je parle de division des classes, pourquoi ? Parce que la lecture de Nicolas Guillen est bien sûr une lecture classiste, c'est-à-dire marxiste, qui va annoncer un peu... Alors, au niveau du milieu académique, sur la fin de cette période républicaine, donc juste avant la Révolution cubaine, donc avant 1959, on a deux formes vraiment d'historiographie. On a d'abord la classique, qui est celle de Ramiro Guerra Sanchez, qui écrit le Manual de Historia de Cuba, qui est la référence historiographique dans cette république sur l'histoire cubaine, où on va avoir une forme d'invisibilité, en fait, des populations de couleur. L'indépendance de Cuba, la construction de la nation cubaine, est, selon cet auteur, due à cette élite blanche bourgeoise et progressiste que je vous ai citée. Il y en a d'autres, on peut en citer d'autres, tels que Félix Varela, etc. Donc tout on va dire une monocultura blanche et bourgeoise de l'époque coloniale, à qui on donne le prestige d'avoir créé donc la nation cubaine. Et à côté de ça, va se trouver aussi un précurseur de cette future historiographie cubaine, c'est Raúl Cepero Bonilla, qui écrit Azúcar et Abolición, et qui va mettre en lien en fait deux choses importantes, c'est-à-dire d'un côté cette question d'abolition, cette question du processus historique de l'abolition de l'esclavage à Cuba, et de l'autre, la production économique du sucre, notamment avec des enjeux qui sont ceux de la mécanisation et ceux du salariat, et donc de voir comment en fait ce sont les changements de l'infrastructure qui ont permis l'abolition de l'esclavage, et non pas une volonté humaniste. Donc on a encore cette vision classiste et marxiste qui est là, c'est là où on met en concurrence donc une infrastructure avec une superstructure. Donc on arrive vraiment après à cette révolution cubaine, et avant d'avoir un changement politique vraiment par rapport à ce passé esclavagiste, il va d'abord venir du milieu académique, et l'un
des historiens, c'est pas le seul, mais l'un des historiens qui va porter ce changement donc, de point de vue va être Manuel Moreno Frarinal, qui va écrire donc en 64 El Ingenio, qui va rester aujourd'hui encore le grand ouvrage historique, historiographique sur la question de l'esclavage, du moins de l'esclavage plantationnaire. Donc là, c'est pareil, on est toujours dans une logique où la priorité est donnée en fait à la structure de la société plantationnaire, pour comprendre réellement ce qu'est l'esclavage. Alors, une année avant, il écrit une sorte de pamphlet qui s'appelle la Historia como Arma, qui va en fait critiquer en fait tout ce qu'il appelle l'histoire bourgeoise qui existait pendant la période républicaine et qui se fondait justement sur cette valorisation de ce qu'on appelle les patriarches, donc toute cette élite blanche progressiste, mais aussi sur des questions de méthode, où il explique en fait que les sources qui étaient mobilisées jusqu'alors par les historiens étaient des sources produites par l'élite blanche, donc qui étaient des sources biaisées. Je fais bien sûr référence à ces archives dont je vous parlais en début. Donc il fait cette critique-là. Donc il prend le pas en fait sur la question politique et la mobilisation politique de cette histoire de l'esclavage. Donc il va falloir attendre quelques années plus tard, 1968, où on est au centenaire du début de la première guerre d'indépendance cubaine, au moment où ce Céspedes va libérer ses esclaves pour lancer la guerre. Donc en fait, là, dans les discours de Fidel Castro, et c'est quelque chose qui est toujours d'actualité aujourd'hui, va être mis en place une logique historique politisée, qui va vouloir en fait inscrire la révolution cubaine comme la finalité d'une lutte qui prend ses racines dès le monde colonial. Donc il va falloir mettre en fait dans la même ligne les esclaves fugitifs, Manuel Carlos de Céspedes, toute la guerre des Mambis, l'indépendance, la lutte clandestine sous les dictatures de Batista et de Machado, et au final, les guerrilleros de Fidel Castro. Donc on est dans une continuité d'un peuple cubain qui essaye de se libérer de plusieurs colonisateurs, d'abord espagnols, ensuite nord-américains, pour enfin avoir la liberté finale qui est la révolution cubaine. Et en fait, à Cuba, tous les 10 octobre, donc le jour commémoratif de cette première guerre, il y a de nombreuses commémorations, et je vous ai pris une photo là de l'affiche en fait, qui date de 2013 de cette commémoration-là, donc où il y a marqué en fait le 10 octobre, c'est détonateur de la lutte, de la libération. Et donc il y a une confusion totale entre cette première abolition de l'esclavage et la lutte nationale. Il n'y a pas de jour spécial pour célébrer l'abolition de l'esclavage à Cuba. Il y a un jour qui est celui de la première lutte pour tous les Cubains. Donc le but n'est pas de faire une dissociation entre des Cubains qui seraient descendants des esclaves et d'autres qui ne le seraient pas. On est tous Cubains et on a tous lutté pour la patrie. Donc en plus, ce dessin est bien révélateur. Là, on voit vraiment des mains colorées, mais pas noires, qui se libèrent de chaînes. Alors après ce pamphlet de Frarinal, on va avoir une explosion en fait de l'historiographie de l'esclavage à Cuba. Donc on est vraiment dans un schéma complètement différent du schéma français, où là on va beaucoup écrire, on va étudier la question de l'esclavage. Alors avec certaines thématiques bien particulières. Toujours la thématique de la structure économique de l'esclavage, donc toujours dans cette logique d'analyse marxiste. Donc je vous ai montré les Regno, un autre ça pourrait être El Barracón, qui montre comment en fait les baraquements ont évolué selon les structures économiques et comment la vie quotidienne de l'esclave a donc évolué selon des critères économiques. Mais on va aussi s'inquiéter de la vie quotidienne de l'esclave et avec notamment cette biographie. Alors, ce n'est pas une autobiographie, ça a été recueilli. C'est un esclave, c'était en 1966. On a recueilli le témoignage d'un esclave qui était encore vivant, qui était plus que centenaire, et qui raconte non seulement sa jeunesse dans les baraquements des plantations, mais aussi, et c'est très important, il a été fugitif. Il a été ce qu'on appelle nègre marron, cimarrón en espagnol, avant d'incorporer l'armée libératrice.
Donc on retrouve encore ce schéma de lutte nationale d'un esclave qui d'abord fuit avant de prendre part à la lutte nationale. Ce qui est intéressant aussi, c'est le poids qu'on donne à l'oralité dans les études de l'esclavage, dans l'historiographie de l'esclavage, où on donne un vrai poids, une vraie valeur aux ressources orales. Et enfin, un dernier, ça va être la Esclavitude de Stella Esclavitude, qui est un peu plus récent, où là, on va faire une étude qui va se baser en fait par rapport à des procès, des actes de procès, et tous les documents qui vont montrer des témoignages directs d'esclaves. Et on va essayer de donner en fait une vision, donner la parole à l'esclave. Voilà, ça c'est d'autres axes, hein. Il y en a d'autres, mais c'est les grands axes qui existent. Donc on est toujours dans la valorisation en fait d'un esclave qui n'est pas forcément une victime, mais qui est un individu valorisé et qui est un individu qui est rebelle. Et à côté de ça, bien sûr, les études classiques marxistes en termes économiques. Alors effectivement, j'ai évoqué le cinéma. Dans cette période au plus fort en fait de l'idéologie marxiste dans la révolution cubaine, on a appelé ça les années grises parce qu'il y avait une très forte répression d'un point de vue culturel et intellectuel. On va avoir une production un peu anecdotique parce qu'il n'y en a pas avant, il n'y en a pas après, de films dont la thématique est spécialement l'esclavage. Donc ils sont 5. Alors il y en a peut-être d'autres, je ne vous garantis pas l'exhaustivité. Il y en a 3 qui sont faits par le même réalisateur. Et pareil, on va retrouver ces mêmes logiques que celles que je vous ai présentées juste avant par rapport à l'historiographie académique. Par exemple, El Otro Francisco va être une critique de l'historiographie de l'ancienne historiographie et une critique de cette vision du patriarche. Elle reprend en fait un bouquin qui a été écrit par Suarez et montre comment Suarez donne des biais à l'histoire réelle et comment son histoire n'est pas possible. Maluala, par contre, va être directement à elle une évocation du marronnage, vu que Maluala était un palenque, c'est-à-dire un village de nègres marrons qui a résisté de manière un peu plus notable face aux autorités espagnoles. Du même réalisateur, après, on va avoir El Rancheador. El Rancheador est aussi une reprise d'un bouquin qui avait été écrit par Villaverde, que je vous ai présenté donc ces auteurs du 19e siècle, abolitionnistes, et qui racontent en fait la vie quotidienne d'un rancheador, enfin une chasse d'un rancheador. Qu'est-ce qu'un rancheador ? En fait, c'est une personne qu'on payait pour aller chasser ces noirs fugitifs. Toujours dans la reprise des classiques du 19e siècle, on a une grande fresque historique et Cecilia Valdés, donc la reprise du livre de Villaverde, par Humberto Solas, qui est un grand spécialiste des fresques très, un cinéma très lourd, très pesant. Voilà, la grande fresque telle qu'on peut s'imaginer avec des grands costumes, des grands décors. Et donc, il reprend l'histoire de cette mulâtresse. Moi, il m'intéresse particulièrement ce film parce qu'il y a la reprise, il y a une grande mobilisation du fait religieux, en fait, du culte des Orishas pour donner une certaine consistance héroïque donc à ces personnages. On pourra y revenir plus tard dans les questions. Et au final, le plus connu, c'est le dernier, c'est La Ultima Cena. J'ai oublié son nom. Ça va revenir. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Le réalisateur, qui raconte en fait une anecdote. L'anecdote en fait au XVIIIe siècle d'un propriétaire de plantation qui avait choisi pour la Semaine Sainte 12 de ses esclaves pour reproduire la dernière scène du Christ, et lui jouant le rôle du Christ. Sauf que ils ont fait un grand banquet, il a fini complètement saoul, il donne la liberté à ses 12 esclaves. Et le lendemain, quand le contremaître veut les remettre au travail, il proteste en disant « Mais non, mais le maître hier nous a donné la liberté, on n'ira pas travailler ». Conclusion, révolte, ils fuient et ils se font chasser. Et ça finit en fait par une messe où le chœur de l'église, qui est une église improvisée, est marqué par 12 piques avec la tête des 12 esclaves. Cette histoire serait une histoire vraie et qui aurait été justement repérée par Moreno Frarinal. Quel est le but ici ? C'est une volonté aussi très dans une logique marxiste de montrer l'hypocrisie en fait de la superstructure donc du catholicisme, qui est la superstructure d'une infrastructure qui est l'esclavagisme. Voilà. Bon, donc montrer cette contradiction entre quelqu'un qui prône l'égalité et l'amour pour tous
Et au final, cette scène où on retrouve des têtes sur des pics. Dans cette période révolutionnaire-là aussi, cette histoire de l'esclavage va être non pas seulement mobilisée par des historiens, mais aussi par des anthropologues. Donc la question, elle va être en fait de comprendre cette identité nationale, et notamment toute cette part d'africanité qui existe. Donc on a une vraie recherche de racines qui avait été déjà entamée en fait par Fernando Ortiz, et on a cette recherche de racines, à savoir qui sont les esclaves, qui sont venus à Cuba et que nous ont-ils apporté d'un point de vue culturel. Donc là, il y a deux méthodes. La première méthode, elle est de regarder du passé vers le présent, c'est-à-dire de regarder l'archive et de voir comment les archives peuvent nous renseigner, notamment en répertoriant les ethnonymes. Alors c'est très compliqué parce que les ethnonymes, donc c'est les noms des populations africaines, ne sont pas celles que se donnaient les populations africaines, mais celles qui ont été données par les trafiquants d'esclaves. Donc bien sûr, c'est assez compliqué de pouvoir repérer les populations. Mais par croisement-recroisement, on arrive à avoir des pistes. Deuxième chose, c'est faire le chemin inverse, c'est faire ce qu'on appelle une anthropologie vérificationniste, c'est-à-dire on regarde les éléments culturels qui existent à Cuba, puis on regarde en Afrique pour voir si on retrouve la même chose. Et on essaye de faire des liens. Ça, ce serait plutôt le premier bouquin. Et je vous ai mis le troisième aussi, qui est dans la même idée, pour montrer aussi comment il y a eu une évolution au niveau de cette représentation du culte et de l'histoire de cette culture africaine entre avant la Révolution et après la Révolution. Avant la Révolution, alors ces cultes d'origine africaine sont des cultes qui sont syncrétiques, c'est-à-dire ils mélangent des cultes d'origine africaine, mais aussi du catholicisme. Au début, dans la période républicaine, on expliquait ce syncrétisme par en fait des analogies entre la pensée catholique et la pensée de ces religions africaines. Il y avait à chaque fois un Dieu créateur, il y avait à chaque fois des intermédiaires entre les hommes et ces dieux créateurs, soit des saints, soit des orishas, et donc ces analogies faisaient que cette création de religion a pu exister. À partir de la Révolution, il y a eu une autre façon de voir ce syncrétisme, et ce syncrétisme, en fait, était perçu comme un truc développé par les esclaves pour cacher face aux esclavagistes leurs pratiques africaines. Donc, en fait, il y a eu une retraduction, ce n'était pas l'analogie, ce n'était pas une fusion de religion, mais c'était un acte de résistance culturelle. Donc, on retrouve en fait cette notion de résistance qui est omniprésente dans cette vision de l'historiographie de l'esclavage. C'est-à-dire, le but du jeu est toujours dans cette idée de continuité. Le peuple cubain est un peuple résistant. Il a été depuis l'esclavage. Il l'est encore face aux États-Unis. Donc vraiment, on est dans cette logique-là. Dernier point, dernière période. À partir des années 90, tout éclate, la révolution éclate. Pourquoi ? Fin du bloc de l'Est, fin de la CAME, c'est-à-dire de cet ensemble commercial qui favorisait Cuba. Et donc, on a une grande crise économique et Cuba est obligé de se restructurer d'un point de vue économique et politique, et même idéologique. C'est à ce moment-là où il va y avoir une autre forme, alors pas une autre forme, l'historiographie reste plus ou moins ce qu'elle a été, mais il va y avoir une nouvelle mobilisation de ce passé esclavagiste qui va être patrimonialisée. Patrimonialisée dans deux logiques, dans une logique diplomatique avec l'UNESCO et dans une autre logique qui est une logique touristique, qui est un programme qui prend ses débuts, un programme de l'UNESCO international qui débute en 1994 dans un congrès à Ouida, et donc Cuba va se mobiliser. Là, je voulais vous montrer ce document-là, qui est un des documents produits par le comité cubain de la route de l'esclave, et de voir l'ensemble des sigles. Et en fait, tout ça, ce sont des organismes étatiques ou non d'ailleurs, ou des associations qui sont mobilisées dans des activités scientifiques et culturelles autour de la mémoire de l'esclavage. Alors je ne vous ferai pas le détail de tout ce qui est fait, on est sur quelque chose qui est quand même essentiellement académique et folklorique. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que, outre les institutions scientifiques, il y a aussi beaucoup d'organismes religieux qui prennent part à cette route de l'esclave. Là encore, on retrouve le fait religieux qui est pas mal investi. Et ça se voit de plus en plus, par exemple, quand on met en musée cette mémoire de l'esclavage.
Là, c'est le musée officiel de la route de l'esclave à Cuba. Il est dans un fort dans la ville de Matanzas. Ce fort, il s'appelle San Severino. Et c'est l'endroit où arrivaient les négriers durant la traite officielle. Après 1817, ils débarquent tous dans des plages, impossible de savoir exactement où. Donc, dans ce fort, qui est un fort espagnol, on met en place ce musée sur la question de l'esclavage. Donc moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir du coup qu'est-ce qu'on met dans un musée sur l'esclavage à Cuba. Donc on met plusieurs choses. On peut mettre une salle sur, par exemple, là, sur des expositions temporaires. Là, ce coup-ci, quand j'y étais, c'était en 2013, en juin 2013. C'était une exposition sur Wilfredo Lam, qui est un artiste plastique cubain qui s'inspire beaucoup justement des cultures afro-cubaines dans son œuvre. On a un peu ce qu'on appelle de l'archéologie, c'est assez rigolo, je ne suis pas sûr qu'on appellerait ça en France dans un musée français de l'archéologie. En fait, c'est tout ce qu'ils ont trouvé dans les latrines du fort, ce qui a appartenu en fait aux soldats espagnols. Voilà, ce sont des objets de la vie quotidienne des soldats espagnols du 19e siècle. On a une salle qui est à peu près grand comme cette pièce que vous avez derrière vous, sur l'esclavage à proprement parler. Qu'est-ce qu'on trouve ? Quelques pilons utilisés par les esclaves dans les plantations, des photographies d'anciennes plantations. On trouve un acte de recensement de l'arrivée d'un négrier. Et on trouve au milieu une chaîne à disposition des gens pour que les gens puissent la prendre et sous-peser le poids de la chaîne. Donc c'est pour faire vivre, c'est un processus qui existe beaucoup dans tout ce qui est mémoire de guerre, mémoire traumatique, c'est cette volonté aussi de faire vivre l'expérience un peu, le traumatisme possible. Et la deuxième salle, qui est exactement de la même taille que la première, donc sur la réalité de l'esclavage, est une salle qui est complètement dédiée au culte afro-cubain, donc au culte des Orishas et à d'autres cultes. Et au milieu, donc c'est représenté par des statuettes qui représentent cette divinité. Là, on retrouve les Legua que vous avez vus en tout début. Ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que chacune de ces mannequins habillés donc avec les couleurs officielles de chaque divinité, se trouve une petite corbeille où on peut faire des offrandes. Donc on est quand même dans un musée de la révolution castriste, de la révolution marxiste, athée. Alors maintenant elle est plus athée, elle est laïque, mais ça ne nous dérange pas trop si vous mettez quelques pièces pour des divinités africaines, après tout, pourquoi pas. Et au milieu se trouvent aussi les tambours sacrés, qui sont des tambours qui sont remobilisés après dans le folklore. Donc moi ça m'intéresse, pourquoi ça m'intéresse ? Parce que car là où j'ai mes religieux, là où j'ai mes reliques, j'ai aussi des historiens locaux, plus ou moins amateurs, qui ont mis en place un programme de valorisation patrimoniale et touristique de ce baraquement des esclaves que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc on fait une petite cérémonie, on fait une journée commémorative où qu'est-ce qui va se passer ? On va faire une cérémonie d'ouverture, on va faire des poèmes, on va parler d'un esclave, on va donner le témoignage d'un esclave qu'on connaît ici, qui est un témoignage issu de cette mémoire collective. Puis on va faire un petit simulacre au final de cérémonie, pareil, de culte des Orishas. Puis après, on va faire le tour du baraquement. Et le tour du baraquement, ça se résume à quoi ? Ça se résume à toutes ces reliques dont je vous ai parlé. Et ce qui est très drôle, c'est que les gens qui sont là, religion, ils posent des bougies, ils donnent des offrandes, ils ramassent de la terre, des écorces d'arbres, comme des petits trophées, des petites reliques qu'ils vont ramener chez eux. On parle aussi gastronomie, pourquoi pas. On parle aussi médecine. Et on va continuer notre tour pour voir les temples religieux qui existent dans cet endroit. Donc c'est la photo que vous avez au milieu. On visite un des principaux temples qui existent. Et on va finir avec un spectacle folklorique qui est bel et bien aussi issu de ces cultes afro-cubains. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais évoquer avec vous en fait, c'est que cette mémoire de l'esclavage, elle se nourrit largement en fait du présent, parce que ces cultes, bien sûr, ne sont pas du tout ceux qui étaient pratiqués par les esclaves. Il y a eu de nombreuses modifications, et surtout après l'abolition de l'esclavage, où ça s'est systématisé. Donc cette mémoire qu'on dit historique est bien sûr une mémoire qui emprunte de choses qui ne sont qu'actuelles et contemporaines pour reconstruire de l'histoire. Voilà, je vous remercie. Merci Sarah, merci Maxime pour ces deux exposés tout à fait intéressants. Nous allons maintenant passer au débat.
Je ne sais pas si le public a des questions, est inspiré par ces deux présentations. S'il ne l'est pas, moi je le suis. Alors, voilà. Tu parlais d'historien amateur, tu parlais de patrimonialisation, de dispositifs ludiques, vie ma vie d'esclave, en quelque sorte. Voilà. Bon. Est-ce que ces efforts-là ont... tu en indiquais la dimension très religieuse et très actuelle, mais est-ce que ces efforts-là, malgré tout, ont réussi depuis, de ton point de vue, hein, de l'expérience que tu peux avoir du terrain cubain? Cette invisibilité centenaire ou pluricentenaire de l'esclavage à Cuba? Ça va doucement. C'est pas aussi évident que ça. Alors, j'aurais pas de réponse affirmative directement. Peut-être lancer des idées. Je pense il y a plusieurs niveaux. Au niveau de l'élite intellectuelle, au niveau de ceux qui peuvent s'intéresser, ceux qui ont une formation académique, il y a une connaissance du passé qui est réelle, et du passé esclavagiste, elle n'est pas niée. À aucun moment, elle n'est niée. Après, il n'y a pas d'identification, il n'y a pas de problème dans le sens où il va y avoir un discours un peu officiel qui peut se résumer par un petit refrain qui dit que quand on n'a pas de Congo, on a de Karabali, c'est-à-dire si j'ai forcément une origine africaine. Donc tout Cubain aurait une origine africaine. Donc ils sont tous afrodescendants, donc ça ne se pose pas comme ça, donc il n'y a pas de traumatisme non plus qui se pose comme ça. Quelqu'un de blanc, blond aux yeux bleus peut se dire descendant d'esclaves, ça ne posera pas de problème. Au niveau de la population, par exemple, de cet endroit, quand j'étais avec les gens dont j'ai les religieux, eux, ils ont une mobilisation du passé qui est en fait leur passé propre, qui est ultra local, ultra renfermé, parce que c'est leur ancêtre, parce que c'est leur aïeul, parce que c'est leur pratique religieuse. Mais après, au-delà de ça, on n'a pas forcément un intérêt particulier de l'esclavage. Et même les religieux qui sont à La Havane, moi, on me l'a dit souvent, mais pourquoi se préoccuper de ça? C'est le passé. Donc il n'y a pas non plus une grande volonté, il n'y a pas une grande mobilisation. Alors ça vient à changer, notamment parce qu'il y a eu avec cette crise économique un grand retour, c'est présenté comme ça, malheureusement je n'étais pas dans Cuba dans les années 80, mais à partir des années 90, on dit que la grande différence est un retour de la racialisation des rapports. Il y a beaucoup de groupes qui se sont montés, plus ou moins officiels, plus ou moins chaperonnés par le gouvernement, qui vont justement avoir un travail de mémoire pour justement avec cette volonté de lutte contre le racisme. Un racisme qui est extrêmement structurel. Pour vous donner un petit exemple, il est courant de dire à Cuba, aujourd'hui encore, en 2016, quand un enfant n'est plus blanc que sa mère, qu'il a fait avancer la race. Donc c'est quelque chose qui est courant. Voilà, donc il y a encore beaucoup de boulot, c'est pas suffisant, si ça répond à la question. Je sais pas si tu veux... Bonjour. Est-ce que vous avez pu rencontrer des similitudes ou au contraire expliquer pourquoi il y a des différences au niveau des Caraïbes entre les différentes façons de traiter la mémoire de l'esclavage? De manière plus précise, bon, en France, on a les Antilles, il y a Cuba, il y a la Dominique, etc., etc. Donc là, ça rejoint vos deux sujets. Est-ce que vous avez une idée ou pas? Oui, alors j'ai peut-être 2-3 choses à dire, vu qu'effectivement j'ai plus travaillé sur les sources anglophones dans le passé. J'ai 2-3 choses à dire par rapport notamment aux États-Unis, qui ont pris conscience de la nécessité de créer cette mémoire beaucoup plus tôt, en fait. On le voit notamment au niveau... l'éducation, forcément, c'est à ça que je me suis intéressée. On le voit au niveau de l'éducation, où effectivement le traitement des sources originelles telles que les récits d'esclaves ont intégré l'école beaucoup plus tôt. Ça fait facilement 20 ans que dans les écoles américaines, on va aller lire le récit d'esclaves de Loda Equiano, par exemple, qui est l'un des plus célèbres, l'un des plus majeurs, où on va... il y a aussi effectivement beaucoup plus de musées. Un phénomène qui est aussi lié au fait qu'effectivement l'esclavage était typiquement... il était présent en force là-bas, on a plus de sources. Alors que nous, si on veut aller chercher de quoi créer un musée, il faut qu'on aille sur les îles. C'est une question de localisation aussi. Oui, donc effectivement, au niveau de l'éducation en Amérique, ils en ont pris conscience plus tôt et ils ont commencé à le créer plus tôt. Après, pour ce qui est des autres nations, j'avoue que j'ai pas beaucoup creusé dedans, j'ai pas grand-chose à dire. Peut-être
Non, je rajoutais Édouard Glissant avait déjà repéré ça quand il parlait de la mémoire de l'esclavage. C'est au niveau des Antilles, en tout cas, il faut faire la différence entre les petites et les grandes. Pourquoi ? Parce que d'un côté, en fait, on a la nécessité d'une construction nationale. Et de l'autre, il y a cette question de l'assimilation. Donc je pense que c'est vraiment en fait ces politiques nationales qui font toute la différence. C'est d'un côté, on a un contrat républicain français qui va nécessiter, on va tomber sur l'oubli avec une forme d'infantilisation des anciens esclaves et des descendants d'esclaves pour les ramener dans le giron de la République. De l'autre côté, il faut dépasser la question de la race, il faut qu'on construise une nation entre des anciens esclavagistes et des anciens esclaves. Et on ne peut pas oublier, parce que les traces sont là et que les traces structurelles sont là, mais d'ailleurs on ne va pas oublier, on va reproduire en fait. Ce qui va se passer en fait, c'est une reproduction, enfin, dans le cas de Cuba, au niveau du schéma, c'est sûrement une reproduction, les élites restent toujours blanches et le salariat pauvre reste toujours noir. Donc c'est... voilà, donc je ne sais pas. On a vu là qu'à Cuba, effectivement, il y a eu un facteur économique qui a permis de dynamiser un petit peu cette mémoire. On l'a vu aux États-Unis, puisque la guerre Nord-Sud avait des aspects économiques évidents, avec la libération de l'esclavage. Et donc, le fond de la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas ce facteur qui vient justement entretenir cette mémoire, ou au contraire, qui essaie de la faire disparaître. Si on reprend encore le cas de la France, l'intérêt économique de la France a été très faible par rapport à ses colonies, en tout cas rapporté à l'époque moderne. Ça a été vrai un temps, aujourd'hui ça ne l'est plus. Est-ce que ça ne justifie pas le fait que cette mémoire soit un petit peu étouffée aujourd'hui ? Toujours, moi je vais répondre que pour le cas de Cuba. C'est évident effectivement que là, il va avoir un catalyseur. Alors, c'est encore un peu tôt, même si ça a débuté en 1994, le programme de la route a changé avec du tourisme. Qu'est-ce qu'il s'est retrouvé ? Il a misé sur le tourisme de masse, du tourisme qu'on appelle de soleil et de plage, mais malheureusement avec tout ce que ça apporte de vices derrière et de problèmes. Je pense notamment à la question de la prostitution et donc pour se redonner une image, pour ne pas retomber dans l'image du bordel qu'il avait déjà eu en fait, une image qui est connue à Cuba, on essaye d'avoir cette promotion culturelle et donc le tourisme va être un vecteur effectivement de cette mémoire-là, je pense. À quel point, je ne sais pas, on est peut-être encore un peu tôt. Après, avant la crise économique, dans le sens où il y a une rupture, on veut se mettre en rupture avec le modèle capitaliste. Donc, on reste quand même dans le politique, c'est-à-dire on a changé la structure économique. Cuba a changé la structure économique. Il y a une nationalisation de toute l'économie sucrière qui se fait directement, c'est la réforme agraire, tout est nationalisé. Donc il y a un vrai changement économique. Mais ce n'est pas lui qui va directement favoriser la mémoire de l'esclavage. C'est une volonté politique de montrer que le nouveau système économique se met en rupture à l'ancien système économique qui est dit néocolonial, capitaliste néocolonial. Donc c'est un usage, voilà, c'est indirect. Après, non, pour le cas de la France en elle-même, moi j'y verrais le lien qu'il y a à l'heure actuelle au niveau du combat des associations qui cherchent justement, les associations de lutte contre le racisme, etc., qui cherchent justement à lutter contre les difficultés d'accession à l'emploi, justement. De ces personnes-là. Donc je le relie au niveau économique uniquement à ce côté-là. La recherche de la valorisation de la mémoire collective à ce niveau-là aurait pour l'une des multiples finalités justement la lutte contre le racisme et la lutte pour l'intégration aisée, faciliter la véritable égalité d'accession à l'emploi en fait de ces populations-là. Pour rebondir sur la première question de monsieur, entre les grandes et les petites Antilles, est-ce que la notion de créolisation a du sens à Cuba ? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, ils ont une autre notion qui signifie la même chose à peu près, qui est dans la même logique, qui parle de transculturation. Donc c'est un terme qui a été développé en fait dans les années 40 par Fernando Ortiz. L'idée de la transculturation, c'est l'idée d'une fusion en fait. Entité complètement différente et unique à part entière. Donc c'est l'image qui donne de la transculturation. Il donne une autre image qui est celui de l'ariaco. L'ariaco, c'est quoi ? C'est une soupe typique cubaine de légumes. Donc il y a plein de légumes différents, mais ça fait une même unique soupe.
Donc il n'y a pas d'idée de créolisation, ils la connaissent, enfin les intellectuels, les académiques connaissent cette idée-là, ça court dans les livres, ils ont lu Price, ou voilà, ils ont lu des gens qui ont plus écrit sur cette question-là. Ils connaissent bien sûr des auteurs antillais, des Antilles français, je parle, mais celle qui va être mobilisée, que ce soit au niveau académique et même au niveau des populations, c'est bien celle de transculturation de Fernando Ortiz. Une question pour Sarah, cette fois-ci. Tu parlais tout à l'heure de lecture, de discours ou de textes d'esclaves ou d'anciens esclaves en classe. Tu parlais de musées, de visites dans des musées ou dans des lieux de mémoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la manière dont un enseignant aujourd'hui, en fonction des moyens dont il dispose évidemment et de sa localisation, peut précisément travailler sur les questions d'histoire et de mémoire autour de l'esclavage et de la traite avec ses élèves en pratique? Alors pour illustrer les pratiques actuelles, en fait, il faut déjà que j'explique un petit peu comment ça se faisait avant, même si on l'a tous vécu pendant notre scolarité. Ça me fait revenir un petit peu sur le diapo de tout à l'heure. C'est que finalement, l'approche qu'on avait quand on l'avait dans le passé, c'était une approche strictement événementielle. Voilà. Événementielle, on vous placardait cette grande carte avec le fameux triangle. Et finalement, on ne s'approchait jamais de l'individu, de son vécu, et du phénomène surtout vu par la personne noire. C'était le phénomène vu par les grandes entités, les grands pays. Il n'y avait pas cette distanciation qui est nécessaire finalement. Et finalement, dans les méthodes actuelles ou les méthodes qu'on essaye justement de mettre de plus en plus en avant, il y a justement la nécessité de cette approche sociale, individuelle le plus possible, surtout quand on fait face à des enfants qui sont petits. En l'occurrence, sur les programmes de 2008, donc qui sont encore pratiqués, c'est en CM1 qu'on fait ça, donc l'enfant a 9 ans quand on l'aborde. Pour véritablement que l'enfant comprenne cette fonction sociale, en fait, cette importance-là, on peut par exemple passer par la littérature. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a de plus en plus de travail qui est fait. D'ailleurs, les Américains sont en avance sur nous à ce niveau-là, et c'est chez les Américains qu'il faut chercher ça. Un travail d'adaptation justement de ces récits d'esclaves, notamment celui d'Oloda Equiano a été adapté par un auteur de littérature jeunesse. Alors, bien sûr, il faut faire attention, parce que qui dit adaptation dit possibilité de fiction, de grossissement, voilà, il faut faire attention. Mais il y en a qui sont très bons, et on peut passer par ça justement pour le rendre accessible aux enfants, ce qui permet de limiter justement les choses qui leur seraient trop difficiles, trop dures, mais qui leur permet de comprendre et de se projeter justement. Donc déjà, il y a le passage par la littérature, comme tu le disais. La visite des musées, alors il faut qu'elle soit rendue possible, et effectivement, en France, on n'en a pas assez, quoi. Ça reste encore extrêmement compliqué, à moins d'être, il me semble qu'il y en a un qui a été monté à Nantes il y a quelques temps, donc à moins d'être dans cette zone-là, la visite de musée reste compliquée. Par contre, ce qui existe, et là aussi les Américains sont en avance, c'est les visites virtuelles de musées. Pour réussir justement à s'approcher au mieux des individus et s'approcher au mieux justement de cette vision sociale de l'esclavage. Après, tout le challenge, justement avec les nouveaux programmes, ça va être de réussir à faire ça avec les sources coloniales françaises. Parce que justement, jusqu'à présent, le peu qu'on réussit à obtenir, on réussit à l'obtenir en ayant cherché chez les Américains et en s'amusant, nous, enseignants, à tout traduire de façon à ce que ça soit accessible aux enfants, quoi. Il faudrait réussir, je dis ça, j'y vais un petit peu fort, parce que France Éducation a aussi fait quelques efforts là-dessus, on a des vidéos qui sont assez intéressantes, on peut passer par plein de biais pour le découvrir. Mais voilà, le challenge, ça va être de réussir à passer justement sur le côté purement français, colonial maintenant. J'espère que j'ai répondu. Mais alors, la liberté pédagogique, c'est un adjuvant ou c'est un adversaire du bon traitement de la mémoire de l'esclavage à l'école? Parce que bon, avant, tu nous as montré les programmes de 95, la liberté était totale et du coup, les enseignants ne s'en saisissaient pas du tout. Je dirais que la difficulté principale qu'ont les enseignants au premier degré, du coup ça concerne exclusivement le premier degré à l'heure actuelle et que j'ai vu moi, c'est le manque de connaissances historiques. Tout simplement parce que, bon, moi, en histoire, j'ai passé ma licence comme tout le monde et j'ai gardé, comme tout le monde ici, ou une bonne partie, et j'ai gardé un intérêt pour ça, mais je réalise que le gouffre entre ce que moi je sais, pourtant je ne suis pas spécialiste, mais le gouffre entre ce que moi je sais et ce que l'enseignant classique sait est déjà énorme, en fait. Donc,
je dirais que l'obstacle, c'est même pas tant la liberté pédagogique. Là. L'obstacle, c'est moi, enseignant, enfin pas moi, du coup, n'importe quel enseignant à ma place qui n'a pas les connaissances et qui doit pondre son cours pour la semaine qui suit, il va pas avoir le temps d'aller chercher les informations, il va pas avoir le temps de vérifier ces informations, il va pas avoir le temps d'aller loin. Donc ce qui va se passer, c'est que dans la plupart des cas, et c'est ce que j'ai vu faire, il va suivre son manuel. Donc on va retrouver le triangle. Il va pas forcément aller chercher justement dans la littérature, aller chercher ailleurs. Alors, heureusement, on en a beaucoup qui le font aussi, qui font cet effort. Et puis, l'expérience permet de le faire de plus en plus. Mais voilà, l'obstacle, c'est pas tant la liberté pédagogique, c'est la formation. Et la littérature jeunesse, parce que moi, j'ai appris toute ma base, c'est aussi passé par la littérature. Mes plus grands... je suis passionnée d'histoire parce que j'ai lu quand j'avais 10 ans. C'était sur la Révolution, hein, c'était pas ça. Mais est-ce qu'il y a de la littérature jeunesse sur le problème, sur l'esclavage ? Alors oui, il y en a de plus en plus. Et justement, c'est un piédestal formidable et c'est par ça qu'il faudrait passer. Oui. À condition qu'elle soit bien sélectionnée, parce qu'une fois de plus, il y a littérature de jeunesse et littérature de jeunesse. Et il y en a énormément. Je vais prendre un cas encore plus flagrant. Quand vous voulez traiter en CE2 de la thématique des seigneurs et paysans au Moyen-Âge, vous allez voir des élèves arriver avec tellement de stéréotypes liés aux princes, aux princesses, etc., qu'ils ont croisés depuis qu'ils sont petits, que finalement, votre travail, c'est même pas de les instruire, c'est de déconstruire tout ce qui a été construit. Donc en fait... Ah bah oui. Ah oui, au cycle 3, on évoque toutes les époques. En fait, on fixe les bases des 4 grandes époques, 5 si on pense à la préhistoire. Mais oui, on essaye d'évoquer un petit peu tout. Et finalement, oui, comme vous le disiez, la littérature, elle commence à être très, très présente, qu'elle soit fictionnelle ou véritablement historique. Elle est présente. Il faut savoir la chercher, il faut trouver la source. C'est pas toujours évident parce que le ministère fait pas forcément l'effort de nous donner grand-chose à ce niveau-là. Mais voilà, toujours pareil. La difficulté, c'est sur cette thématique-là, c'est peut-être qu'il n'y en a pas encore assez, il faut encore que ça vienne, et que la plupart, en tout cas pour les Américains, n'ont pas toutes été traduites. Donc il y a ça aussi, il y a la barrière de la langue. Donc, mais ça arrive, c'est une pédagogie qui se développe de plus en plus, quelle que soit la thématique historique. Donc on y compte et on espère que ça va se développer également dans les pratiques des enseignants. Les BO qu'on a vus tout à l'heure concernent l'enseignement primaire. Bon, qu'en est-il du secondaire ? Une petite réponse à apporter, une intervenante dans la salle qui veut se jeter dans le débat. Dans le secondaire, c'est assez différent comme approche parce qu'on a des directives beaucoup plus claires, c'est-à-dire que les programmes quand même sont sont beaucoup plus étayés, on sait ce qu'on doit faire. Après, ouais, c'est quelque chose qu'on aborde. Alors, je ne saurais pas précisément dire en quelle année, en tout cas, c'est sûr qu'on l'aborde. Et après, c'est vrai qu'on l'aborde aussi beaucoup plus dans une perspective justement centrée sur l'individu et sur l'humain. Je pense que c'est abordé avec tout ce qui est les Européens et le monde, c'est-à-dire l'expansion européenne avec la découverte, l'arrivée des Européens aux États-Unis, en Amérique, etc. Et là, je pense que oui, on aborde la traite et pas sous l'angle du commerce triangulaire, mais plutôt sous l'angle, justement, la rencontre avec l'autre, et qui est une manière finalement, l'esclavage, c'est une manière de rencontrer l'autre, et une manière dont les Européens vont aussi entrer en contact avec d'autres civilisations, etc. Alors, j'avais plusieurs remarques, en fait, sur tout ce qui a été présenté, mais c'est un peu compliqué d'en faire la synthèse. Je voudrais revenir sur le BO de 2016 et le fait que le terme qui est utilisé pour parler de la traite, c'est le déplacement des populations noires. Un terme comme ça s'appelle du révisionnisme. C'est-à-dire que c'est une façon de nier la réalité de la traite en considérant que c'est un déplacement parmi d'autres. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut s'interroger déjà sur ça, sur ce qui est dit, d'où ça vient, quels sont les débats qui président à la rédaction d'un tel article dans le BO. Et pour ça, je renvoie aux travaux d'Éric Ménard, notamment sur l'enseignement de l'esclavage à l'école et sur la formation des enseignants aux questions de l'esclavage. Alors, je voudrais rappeler aussi qu'il existe un comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage en France, qui actuellement est présidé par Myriam Cotias, et qui fait un travail remarquable sur toutes ces questions, et qui a notamment organisé un colloque sur comment enseigner l'esclavage aujourd'hui en France, et qui contribue à la connaissance de l'histoire de l'esclavage pour les scolaires, primaires, secondaires ou lycées, et qui a organisé cette année le premier concours qui s'appelle la Flamme de l'égalité, qui visait à proposer aux élèves de primaire, pas en maternelle, de primaire, de collège et de lycée, donc de leur proposer de réaliser un travail à partir de la thématique esclavage, liberté, résistance.
Les prix ont été remis la semaine dernière à l'occasion de la commémoration de l'abolition de l'esclavage du 10 mai au ministère de l'Outre-mer. Et l'opération va être renouvelée. Donc il faut aussi se saisir des outils qui existent, et notamment de ce que fait le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Alors, sur ces questions, je pense qu'il existe plus de choses en France qu'on ne le croit. Et le problème, c'est l'invisibilité des documents ou des sources, mais notamment des ouvrages sur l'histoire de l'esclavage, des ouvrages sur des récits d'esclaves. Je pense aux travaux de Frédéric Régent, aux travaux de Myriam Cotias, aux travaux de Christine Chivalon, de Françoise Vergès, et des bandes dessinées, notamment une série de bandes dessinées qui s'appelle La mémoire de l'esclavage, qui sont publiées par Serge Diantantou, qui sont parues en septembre 2010 et qui sont une approche donc, artistique, bande dessinée de l'esclavage. Alors c'est un exemple, il y en a d'autres. Parmi les films qui ont été cités, même si ça ne traite pas de l'esclavage proprement dit, je pense qu'on ne peut pas évacuer Rue Cazenègre de Zane Palsy, qui, quand même, qui date de 1984 et qui est un des films clés marquant les conséquences, les suites de l'esclavage dans le domaine antillais. Et voilà. Alors, pardon. Je m'interroge un peu, moi, sur la déroute. Moi, j'ai l'impression que ce dont vous nous parlez, c'est en fait la déroute des enseignants pour aborder ces questions. Et je pense qu'il faut l'interroger dans un système plus large, qui est celui de la difficulté à aborder l'esclavage dans l'espace français. Et ça rejoint la question que vous posiez sur pourquoi il y a des façons différentes dans les différents pays qui ont connu l'esclavage de l'aborder. Et je pense que, soyons clairs, la France a beaucoup de mal à aborder la question de l'histoire de l'esclavage et encore plus des mémoires de l'esclavage, parce que ça soulève des postures politiques et idéologiques, alors que ça devrait être comme à Cuba, comme ailleurs. Enfin, peut-être pas comme à Cuba, parce que Cuba c'est particulier. On a nié aussi l'esclavage au nom du communisme, quand même, si j'ai bien compris. Voilà, c'est une idéologie qui embarque l'autre, qui efface l'autre. Mais je pense qu'en France, la difficulté, c'est vraiment de reconnaître tout simplement que l'esclavage fait partie de l'histoire de France. Point barre. À partir de là, le débat est clos. C'est-à-dire que ça en fait partie et il n'y a pas à discuter, ça fait partie de l'histoire de France. Et c'est l'histoire de la France et l'esclavage fait partie de l'histoire des colonisations, de la colonisation française. Et donc ce qui est intéressant d'interroger, c'est quelle est la particularité de la colonisation française par rapport à la colonisation britannique, espagnole, hollandaise, italienne, enfin autres. Et donc, à ce niveau-là, ce qui est intéressant de voir, c'est comment la politique d'assimilation que la France met en place dès le XIXe siècle va produire un déni des origines, des particularités, une espèce de lissage de la population qui doit faire abstraction de ses origines, de ses particularités. Encore aujourd'hui, ce qui se passe dans les banlieues, auprès des migrants, c'est-à-dire on a entendu encore récemment des discours de politiques nous disant qu'il faut s'assimiler, il faut être assimilé, il faut promouvoir l'assimilation. Ça, c'est un truc très ancien qui date de la colonisation, qui date de 19e. Au nom de l'unité nationale, de l'indivisibilité de la République, et donc de créer des personnages clés qui sont en général des hommes blancs, évidemment, de pouvoir, et les rois, les empereurs, enfin bon, et qui s'ensuit. Alors c'est formidable, par exemple, de parler de Napoléon dans les problèmes scolaires, sans parler du fait que Napoléon est celui qui rétablit l'esclavage et qu'il participe donc à au commerce qui n'était pas que triangulaire. Il faut arrêter de dire que c'était un commerce triangulaire, parce que le commerce se fait dans l'océan Indien, et donc il n'était pas que triangulaire. Et pour répondre à votre question, oui, en effet, des esclaves africains étaient importés vers l'Europe avant même le commerce triangulaire, c'est-à-dire que le recours aux esclaves africains existe au Moyen-Âge, avant le commerce transatlantique. En Europe, en Espagne. On en a eu en Espagne, au Portugal. En fait, les premiers esclaves qui débarquent sur le sol cubain ne viennent pas directement d'Afrique. Ils sont passés d'abord par l'Espagne. C'est un esclavage d'Africains un esclavage d'Africains qui est mobilisé et qui existe depuis déjà plusieurs centaines d'années en Espagne, sur le sol espagnol.
Allez au Memorial Act allez au Memorial Act en Guadeloupe et vous apprendrez des choses sur tout ça. Mais bon, voilà, la question c'est comment dans le récit national de la France on fait figurer l'esclavage comme un événement qui quand même a duré plus de 2 siècles. Donc c'est quand même un des processus, une des dynamiques majeures de l'histoire de France. Enfin, c'est 2 siècles, quoi. C'est pas une guerre, hein. C'est plus de 2 siècles d'esclavage. Alors c'est un peu compliqué parce que les images ont peut-être ont été un peu écartées, ont un peu disparu. Quels sont les personnages clés ? Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est de regarder aussi comment les régions, les territoires qui ont connu l'esclavage ont réussi à produire une histoire locale. Et c'est cette histoire locale qu'il faut intégrer dans l'histoire nationale. C'est-à-dire comment, par exemple, en Guadeloupe, en Martinique, à la Guyane, à la Réunion, on a produit des histoires qui permettent de mieux comprendre ce qu'a été l'esclavage, ce qu'ont été les révoltes, les insurrections, la révolution de 1804 qui amène la proclamation de l'indépendance d'Haïti, la révolution, les insurgés de 1802 en Guadeloupe, Ignace, Delgrès, Solitude par exemple. Et donc comment changer aussi notre imaginaire. Et je pense que c'est ça aussi toute la question, et je pense que ce qui est enseigné aux enfants vise aussi à modifier l'imaginaire. Vous avez parlé des questions des châteaux forts dans le texte du BO, c'est juste hallucinant qu'on utilise encore ce genre de registre culturel. Vous parliez des princes et des princesses. Enfin, la question, c'est comment modifier l'imaginaire que nous avons de l'histoire de France et comment y intégrer un imaginaire qui est l'imaginaire issu de la colonisation, non pas l'imaginaire colonial. Arrêtons avec les images Poulain et la qui est actuellement à l'œuvre, c'est comment les descendants des esclaves, les descendants des colonisés, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient hexagonaux, ultramarins assimilés ou pas, demandent à ce que on change notre perspective, notre regard sur cette période de l'histoire et qu'on l'intègre de façon intégrante dans l'histoire de France, sans être dans des politiques de déni, d'oubli. Et c'est pas la question de la repentance, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. C'est juste la question de la reconnaissance. Je suis désolé, je suis navré de vous arrêter là, ce n'est pas par ennui ni par plaisir, mais c'est que malheureusement le bar va fermer, tout simplement. Donc je vous invite à poursuivre le débat dehors, ou peut-être la prochaine fois, qui sait, ou sur Internet. Alors, avant de remercier une dernière fois et d'applaudir nos 2 intervenants, je vous rappelle que nous nous retrouverons à la rentrée prochaine, peut-être en septembre au Bistrot 12, certainement à la Reinerie le dimanche 2 octobre. Je vous rappelle également que vous pouvez inscrire votre adresse email, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur la liste que je tiens afin de recevoir nos actualités.